Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des révolutions technologiques qui, au cours des 2 derniers millions d'années, avaient permis à notre espèce de prospérer aux dépens de ses environnements naturels. Parmi ces révolutions-là, certaines ont eu des effets très rapides parce qu'elles avaient une nature essentiellement culturelle. Je pense par exemple à la révolution agricole qui a transformé nos ancêtres en producteurs sédentaires qui avaient beaucoup d'enfants. Et je pense aussi à la révolution industrielle qui, avec ses progrès dans les domaines de l'alimentation, de la médecine et de l'hygiène, a permis à ces mêmes enfants-là de vivre jusqu'à un âge très avancé. En quelque sorte, la révolution agricole a produit d'énormes surplus d'enfants, alors que la révolution industrielle, elle, a produit d'énormes surplus d'adultes et de vieillards. Parmi les autres révolutions, certaines ont eu des effets beaucoup plus lents, étant donné qu'elles nécessitaient des modifications du corps humain et de ses gènes. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la révolution des premiers outils qui a obligé nos ancêtres à se redresser, à se débarrasser de leur fourrure de singe et à développer des cerveaux plus efficaces. Une chose du même genre est arrivée lors de la révolution urbaine, quand beaucoup d'êtres humains se sont mis à vivre regroupés dans des villes sales, sans égouts, et qui étaient reliés entre elles par un dense réseau de routes, ce qui facilitait énormément la transmission de maladies souvent mortelles contre lesquelles nos ancêtres ont été obligés de développer des immunités naturelles, de nature génétique, ce qui a pris bien sûr beaucoup de temps. Pour vous donner une idée de l'importance des épidémies dans l'histoire de l'humanité, il suffit de dire que ce sont les maladies européennes que transportaient sans le savoir les explorateurs du temps de Christophe Colomb qui ont tué 90% des Amérindiens après 1492. Si les Européens ont nettement moins souffert des maladies d'origine américaine, c'est essentiellement parce qu'ils avaient un meilleur système immunitaire. Pour commencer, ils avaient des gènes beaucoup plus diversifiés, étant donné qu'ils ne descendaient pas, comme les Amérindiens, d'une toute petite poignée d'ancêtres. Deuxièmement, ils venaient de l'Ancien Monde, qui était beaucoup plus vaste que les 3 Amériques, et qui par conséquent produisait beaucoup plus de maladies mortelles. Enfin, les Européens vivaient avec une impressionnante variété d'animaux domestiques qui leur transmettaient régulièrement de nouvelles maladies. On appelle ça des zoonoses. Notons que c'est l'effondrement des populations autochtones dans les 3 Amériques qui a rendu possible le mouvement de colonisation qui a enrichi l'Europe et qui lui a permis de financer sa révolution industrielle. Et c'est le manque de ressources naturelles en Europe même et le besoin de trouver de nouveaux marchés qui a amené ces leaders à aller en chercher ailleurs et par la suite à conquérir le reste du monde. Au point de vue environnemental, ça pouvait toujours aller à l'époque des colonisations, étant donné que les usines les plus polluantes étaient encore concentrées en Occident et ne détruisaient qu'une toute petite partie de la planète. Tout allait cependant changer avec la révolution de l'information des 19e et 20e siècles, qui a elle aussi été lancée par l'Occident, et qui a permis aux peuples colonisés d'apprendre tous les trucs des Occidentaux. Les gens du tiers-monde ont alors fait le facile. Ils ont copié les techniques occidentales et se sont industrialisés à leur tour, ce qui a provoqué une augmentation fabuleuse de leur consommation, de leur production, de leur population et surtout de leur pollution. Malheureusement, leurs cultures ont mis beaucoup plus de temps à s'adapter, parfois pas du tout. Ce qui fait que de nos jours, les êtres humains ne vivent pas tous à la même époque. Il y a d'énormes décalages entre les civilisations. Il y a présentement des Occidentaux qui vivent et qui travaillent dans l'espace, des milliards d'Asiatiques qui viennent tout juste d'entrer dans l'ère industrielle, des Africains qui vivent toujours à l'époque de la révolution agricole, et des tribus qui, dans les coins les plus reculés du monde, continuent encore aujourd'hui à chasser des animaux sauvages avec des arcs et des flèches. Le fait que de nombreuses cultures de notre ancien tiers-monde soient toujours mal adaptées au monde moderne s'exprime dans la survivance de mentalités d'un autre âge. Beaucoup de gens au Sud s'imaginent qu'ils vont devenir beaucoup plus puissants s'ils deviennent plus nombreux, sans comprendre que s'ils continuent à faire ça, ils vont détruire leur patrie et les ramener dans la misère. Un bon exemple de ça nous est donné par les pays pétroliers de la péninsule arabique qui ont modernisé leur société
et qui se sont installés dans la paresse et le luxe sans modifier leur culture. Des cultures qui, encore aujourd'hui, sont toujours aussi bien adaptées au monde nomade du 7e siècle. Les dirigeants de ces pays-là sont tellement mal formés qu'ils ne comprennent pas grand-chose aux évolutions du monde moderne. Les choses arrivent tout simplement complètement hors de leur contrôle et eux font seulement semblant de les diriger. Ils se disent, avec Jean Cocteau, « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. » Malheureusement pour certains peuples, il y a des chefs d'État, Mao Tse-tung par exemple, qui refusent d'avoir tort et qui croient qu'en utilisant suffisamment de violence, ils vont pouvoir imposer leur volonté au monde réel. Comme Mao Tse-tung ne connaissait à peu près rien des technologies modernes, il a lancé au cours des années 50 son fameux grand bond en avant qui consistait à enlever leurs terres aux paysans chinois et à les regrouper de force dans des communes populaires pour ensuite les obliger à produire du métal dans des hauts fourneaux qu'ils fabriquaient eux-mêmes dans leur village, mais sans rien connaître aux lois de la métallurgie. Comme il fallait s'y attendre, son grand bond en avant a produit deux choses, c'est-à-dire des milliers de tonnes de métal complètement inutilisable et une famine qui a tué environ 45 millions de personnes. Plutôt que d'admettre son incompétence dans le domaine économique, Mao a remis ça dans les années 60 en lançant sa révolution culturelle au cours de laquelle les Chinois les plus instruits ont été systématiquement persécutés ou mis à mort, avec pour résultat un nouvel effondrement économique de la Chine. Une autre conséquence des retards culturels dont je suis en train de parler, c'est que le rêve de devenir plus puissant en étant plus nombreux a fait monter la population mondiale à 7,5 milliards d'individus qui, bien sûr, veulent tous vivre le rêve américain. On peut résumer notre problème environnemental actuel en disant que c'est l'Occident qui a commencé à détruire la planète en inventant le monde industriel et que c'est la multiplication des humains au Sud qui va tout faire s'effondrer. Heureusement, les êtres humains, surtout lorsqu'ils vivent tout près de la source des problèmes qui les font souffrir, ont un peu partout adopté des solutions qui leur permettent de fuir la surpopulation et les problèmes qu'elle crée. Déjà dans le passé, quand il y avait une famine, les gens étaient tellement affaiblis qu'ils diminuaient immédiatement leurs activités sexuelles et donc leur natalité. Quand les terres agricoles d'un pays devenaient rares et surpeuplées, les paysans avaient également tendance à émigrer en ville, c'est-à-dire dans des endroits où la surpopulation était beaucoup plus évidente et désagréable que dans les campagnes, ce qui les amenait une nouvelle fois à réduire le nombre de leurs enfants. Comme les enfants coûtent cher en ville, contrairement à ce qui se passe dans les campagnes, les villes se sont toujours comportées comme les trous noirs des astrophysiciens en attirant vers elles les produits finis venant de l'étranger, l'énergie et les ressources naturelles venant du pays environnant, de même qu'une foule de familles de paysans qui vont y mourir par dénatalité. Si, de nos jours, la natalité occidentale est si basse, c'est parce que la vaste majorité des Occidentaux vivent en ville. Si l'Asie orientale a cessé d'être prolifique, c'est parce que ses populations s'urbanisent à toute vitesse. Et si l'Afrique noire continue à produire beaucoup d'enfants, c'est parce que 60% de sa population vit encore dans les campagnes. Quand, dans un pays, les campagnes ont presque été vidées et qu'elles ne peuvent plus alimenter les villes avec leur surplus de population, les immigrants ont tout simplement tendance à venir de beaucoup plus loin, c'est-à-dire de l'étranger. C'est le même phénomène que tantôt, sauf qu'il agit à l'échelle internationale et planétaire. Évidemment, cette solution n'est pas très efficace, étant donné que les migrants internationaux doivent rencontrer toutes sortes d'obstacles auxquels ne font pas face les paysans qui décident d'émigrer dans les villes de leur propre pays. Il y a d'abord une énorme distance à parcourir, et en plus, il y a souvent des déserts, des mers, des montagnes et de multiples frontières internationales à traverser. Enfin, tout cela coûte cher, ce qui explique que l'argent nécessaire aux migrations internationales provient normalement du pays d'accueil qui est riche et non pas du pays d'origine qui est pauvre.
D'ordinaire, l'argent provient des migrants qui ont déjà réussi à s'implanter dans un pays riche. En dépit de son côté spectaculaire, notamment dans les villes, l'immigration internationale est habituellement un phénomène assez marginal. C'est d'autant plus vrai que les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour la ralentir, surtout aux époques où le taux de chômage est élevé. Remarquons en passant que si l'immigration est un phénomène aussi naturel que respiré, le refus de l'immigration l'est tout autant. C'est tellement vrai que la frontière est un phénomène absolument universel partout dans le monde vivant. Il y a une frontière visible autour de chaque cellule vivante, autour de chaque organisme, la peau, autour de chaque maison familiale, autour de chaque nation et même autour de chaque civilisation. Partout et toujours, les frontières servent à protéger la richesse accumulée par des êtres vivants, et ça c'est qu'ils soient humains ou pas. Et c'est pour produire le maximum de richesse avec le minimum de conflits et de pertes possibles que les peuples cherchent à devenir de plus en plus homogènes avec un gouvernement, une loi, une religion, une langue, etc. Tout ça pour dire que l'immigration étrangère massive est toujours très coûteuse pour un pays, même si pratiquement tout le monde admet que les immigrants, quand ils sont en nombre limité, sont souvent très utiles. Comme il est très long et très coûteux de déplacer des dizaines de millions de pauvres et que de plus les pays riches ne peuvent pas et ne veulent pas les recevoir, les milliards d'habitants des pays, des grandes villes du Sud, qui sont les premiers à souffrir de la surpopulation et du chômage, réalisent de plus en plus qu'il leur faut absolument réduire drastiquement la taille de leur famille. Leur fécondité s'est donc effondrée au cours des dernières décennies, au point où dans certains cas, elle a largement passé sous les taux européens. Le phénomène est tellement évident et a pris tellement d'élan que dans beaucoup de pays, cette décroissance devrait se poursuivre pendant encore de nombreuses années. Ce qu'essaient de faire les habitants des pays du Sud, sans trop s'en rendre compte, c'est d'essayer de rétablir un certain équilibre en opposant la décroissance de leur natalité à la décroissance de leur milieu naturel. Le déclin des natalités est particulièrement évident dans le cas des pays musulmans, où pourtant les autorités politiques et religieuses sont plutôt favorables aux grosses familles. Si c'est arrivé, c'est parce que l'urbanisation massive dans des pays aussi traditionnalistes a beaucoup favorisé la scolarisation des filles. Or, c'est connu, la meilleure façon d'augmenter la richesse et le bien-être général d'un pays, c'est d'éduquer les filles. Les Saoudiennes ont tout simplement décidé de diminuer leur nombre d'enfants et ça, les mollahs n'y peuvent absolument rien. Remarquons qu'il n'est plus nécessaire de nos jours d'émigrer dans un autre pays pour s'enrichir. Il suffit de se servir de moyens de communication ultra rapides comme l'Internet pour déplacer le savoir plutôt que les humains, l'idée étant de produire dans sa propre patrie tout ce dont on a besoin. Le problème avec une telle solution, c'est qu'elle est trop efficace. En effet, dans un contexte où la planète étouffait déjà lorsqu'elle devait supporter moins d'1 milliard de riches, l'enrichissement de milliards d'anciens pauvres va créer une pollution tellement monstre que l'effondrement des natalités au sud va être insuffisant pour permettre de rétablir un environnement viable partout sur la planète. Seulement pour se nourrir, chacun des 10 milliards de riches que prédisent nos experts pour l'an 2100 va avoir besoin d'une surface agricole sans cesse croissante, étant donné que nos environnements naturels, qui sont déjà en déclin, vont s'effondrer à un rythme sans cesse plus rapide. On n'en sort donc pas. Il va absolument falloir que le nombre d'êtres humains diminue, et de beaucoup. En fait, c'est ce que nous détruisons de nos jours qui va déterminer le nombre futur de nos descendants. Plus notre croissance et nos destructions vont se poursuivre longtemps, et moins leur nombre va pouvoir être important. Comme à peu près personne ne veut entendre parler de diminuer son train de vie, en fait les gens ne veulent même pas entendre parler de la crise parce que ça les angoisse, la diminution de population dont je parle va forcément être involontaire. Autrement dit, les gens vont simplement aller laisser les choses et attendre que la crise se produise en espérant qu'elle éclatera qu'après leur mort.
Bien sûr, il s'agit d'un rêve impossible, étant donné que l'accélération de l'histoire dont je parle si souvent est bien réelle et qu'elle a dépassé depuis très longtemps les capacités de réaction de l'être humain. Nous sommes tout simplement des êtres préhistoriques qui sont faits pour vivre au rythme lent des forêts tropicales et des terres agricoles d'où nos ancêtres sont sortis. De nos jours, les technologies et les théories scientifiques progressent tellement vite que même les experts ont du mal à se tenir à jour. Notre courrier et les nouvelles se déplacent désormais à la vitesse de la lumière, et n'importe quelle arme nucléaire pourrait détruire New York, Wall Street et donc une partie de l'économie mondiale en seulement quelques secondes. Dans l'avenir, le vieillissement de la population n'arrangera pas les choses, étant donné que c'est ordinairement à l'adolescence que les gens forment leurs opinions et leur mentalité à partir d'idées qu'ils ont ramassées à gauche et à droite dans les rues de leur époque. Et après qu'ils ont fait ça, ils refusent ordinairement d'en changer jusqu'à la fin de leur vie. Or, quand on refuse de se servir de son intelligence pour résoudre des problèmes urgents qui sont parfaitement identifiés, ce sont inévitablement les lois de la biologie qui prennent le contrôle de nos destinées. Par conséquent, la sélection naturelle, qui a fait disparaître tant d'espèces depuis que nous avons inventé l'agriculture il y a de cela 10 000 ans, est en train de remonter jusqu'à nous avec toutes ces injustices. Dans tous les pays, ceux qui vont se sortir le plus facilement de la crise vont être les plus utiles, les plus riches, les plus jeunes, les plus en santé, les plus belles parce qu'elles vont marier des riches, etc. Quant aux pauvres, aux malades, aux vieillards sans famille et aux autres déshérités, ils vont être de plus en plus abandonnés à leur sort par des gouvernements qui n'auront plus assez d'argent pour s'en occuper. À l'échelle internationale, il est certain que les pays les plus autosuffisants dans le domaine alimentaire vont souffrir beaucoup moins que les pays les plus pollués, les plus surpeuplés et les plus difficiles à atteindre. Il est d'ailleurs probable que ces pays-là, pour sauver leurs terres agricoles, vont réduire de beaucoup les quantités d'engrais et de pesticides qu'ils utilisent, ce qui bien sûr va faire diminuer leur production et leurs exportations de nourriture et affecter lourdement les pays importateurs qui en dépendent. Je rappelle en passant qu'en 2013, l'ONU a déclaré que l'humanité avait des réserves de nourriture pour seulement 73 jours, ce qui veut dire que nos populations croissantes dépendent pour se nourrir d'une production annuelle qui pourrait être facilement perturbée par un événement imprévu comme une guerre ou une catastrophe naturelle d'envergure. Quand, à l'échelle de la planète, nos pollutions auront fini par empoisonner la plupart de nos terres agricoles, l'humanité mal nourrie va diminuer en nombre très rapidement, en commençant par les peuples qui luttent déjà contre des sécheresses, des inondations, des famines ou des épidémies. Cette diminution de population aura trois causes principales. D'abord, la dénatalité généralisée dont nous avons parlé tantôt, et ensuite le fait que les personnes âgées les plus pauvres vont être tellement sous-alimentées et affaiblies qu'elles vont succomber de plus en plus jeunes à toute une série de maladies comme la grippe, la malaria ou la tuberculose. Comme ces décès-là se feront en ordre dispersé dans le silence des familles et des hôpitaux, cette hécatombe sera bien réelle, même si elle sera assez peu spectaculaire. Quant aux adultes, ils vont être un peu partout décimés par les différentes calamités d'origine humaine et naturelle dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Je suis parfaitement d'accord avec vous que ça vaudrait beaucoup mieux que ces choses-là n'arrivent pas. Mais comme nos contemporains ne veulent absolument rien savoir, cet effondrement est absolument inévitable. C'est d'autant plus vrai que nous ne possédons pas les technologies qui nous permettraient de remettre la planète en état. L'effondrement va donc se produire et se continuer jusqu'à ce que les quelques environnements naturels que nous aurons laissés survivre pourront de nouveau absorber toutes nos pollutions. Ce que je viens de décrire là n'a rien de très original, puisque c'est exactement ce qui est arrivé, en beaucoup plus rapide, à chaque fois dans le passé qu'il y a eu une famine d'envergure. L'humanité ne disparaîtra pas, elle va s'adapter. Elle va passer par le goulot d'étranglement qui est devant nous, avant de repartir en plus petit avec les millions d'enfants que les mieux adaptés d'entre nous auront produits. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que ces enfants-là
vaudront mieux que nous. Ils auront tendance à être plus intelligents, plus en santé, à avoir des corps plus efficaces, etc. C'est toujours comme ça que procède la sélection naturelle quand elle adapte une espèce après que ses environnements naturels ont été détruits. Notons que les survivants dont je parle ne seront pas toujours ceux qu'on pense. Il va y avoir beaucoup de hasard et de surprises là-dedans. Est-ce que la crise va être rapide? Non, impossible. En tout cas, pas à l'échelle humaine, parce que les destructions dont nous sommes responsables sont tellement importantes qu'il va falloir de longs siècles à la nature avant qu'elle puisse tout réparer. Et après? Eh bien après, ce sera un nouveau monde et une nouvelle époque qui vont commencer. Or, tout indique que ce sera très intéressant. Nous en reparlerons. Je vous remercie à l'avance de répandre cette vidéo-là autour de vous. À la prochaine!